Stéphane disait à l'instant que le défi à relever, c'était de préparer tous les enfants à un monde où les savoirs sont de plus en plus complexes. Et j'ajouterais en sachant qu'on part d'un système qui est réputé pour être parmi les plus inégalitaires. Et inégalité d'autant plus insupportable qu'on sait bien, on sait tous que les enfants, les élèves, les jeunes qui sont d'abord exclus, ce sont ceux qui sont issus des milieux les plus défavorisés. Alors bien évidemment, pour relever ce défi, se pose en tout premier lieu la question des contenus. Et il faut dire qu'à l'école primaire, depuis 2005, la juxtaposition du socle et des programmes brouille les lignes. Ça crée une espèce de confusion, d'autant plus qu'ils ne sont pas cohérents entre eux et que les deux sont mauvais, je dirais. Je ne reviens pas sur les problèmes de polysémie qui viennent d'être abordés et qui rajoutent à la complexité de la réflexion. Alors, dans ce cadre-là, le débat est-il aujourd'hui d'être seulement pour ou contre le socle ? On voit bien que les opposants au socle aujourd'hui sont nombreux et en même temps, ils le sont pour des raisons qui peuvent être totalement opposées. Premier opposant du socle, j'allais dire ces derniers jours, ça a été assez manifeste, c'est Nicolas Sarkozy. On voit qu'en revenant sur l'idée d'un parcours commun pour tous les élèves jusqu'à, y compris la fin de la troisième, même si l'allongement de la scolarité obligatoire est quelque chose qui va de soi, comme le rappelait Stéphane, en rappelant que les 80% des élèves sont scolarisés jusqu'à 18 ans. Il n'empêche que cette remise en cause d'un tronc commun pour tous les élèves jusqu'à la fin du collège s'est bien portée aujourd'hui par le président de la République et dans son projet éducatif pour l'avenir, et que ça constitue en quelque sorte une opposition forte à la notion même de socle. Dans la FSU, on est opposé au socle pour d'autres raisons, plutôt parce qu'on considère que c'est pas assez ambitieux et que ça ne prend pas en compte la réalité d'une scolarité qui doit être plus longue. Et en même temps, en restant, j'allais dire, dans une certaine indéfinition de ce qu'on porte à l'opposé en termes de culture commune. Mais du côté des partisans du socle, des pro-socles, il y a également des divergences. Il y a ceux qui sont contents du socle tel qu'il est, qui se contentent, je dirais, de ce socle-là, dont je rappelle qu'il a été écrit sous de Robien, qui n'était quand même pas le roi de la pédagogie. On se souvient de ses attaques contre les enseignants au niveau des méthodes de lecture et de sa façon de prôner le retour à du tout syllabique, si tant est que ça existait à un moment. Et puis, il y a aussi ceux qui sont pour le socle, mais qui défendent l'idée qu'on pourrait avoir une meilleure définition de cet ensemble de savoirs indispensables pour tous, pour accéder à cette maîtrise, cette compréhension du monde, pour pouvoir agir sur lui. Alors ce socle n'est pas bon, je ne reviendrai pas sur des exemples. À l'école primaire, on n'en a pas eu forcément, j'allais dire, besoin d'en avoir conscience depuis quelques années, depuis qu'il est mis en place, depuis qu'il existe en tout cas, parce que justement il n'était pas vraiment mis en place. Un socle qui est arrivé sans qu'on exige des enseignants qu'ils s'en emparent, un socle qui était là, posé un petit peu à côté, sans qu'au quotidien dans la classe, on ait forcément besoin d'aller y mettre son nez. Donc les enseignants ont fait confiance aux organisations syndicales qui ont expliqué qu'il était assez mal fichu, mais sans avoir besoin forcément d'aller regarder de près. C'est la mise en place du livret personnel de compétences qui a mis un peu le nez dedans en permettant de voir au plus près en quoi ce socle est mal ficelé, qu'il compile à la fois des connaissances, des procédures, des compétences, lesquelles compétences supposeraient aussi effectivement qu'on ait une vision claire de leur définition, et donc un socle qui est particulièrement ingérable en termes tout simplement d'outils pédagogiques, mais aussi, j'allais dire, d'outils d'organisation de sa classe et de ses enseignements. Ceci étant,
Peut-on opposer connaissances et compétences, même à l'aune de ce socle? C'est une question que les enseignants également devront se poser, puisque c'est mis sur la table aujourd'hui. Je disais en commençant que la juxtaposition des programmes et du socle ajoutait au brouillage, d'autant qu'en 2008, la réécriture des programmes pour l'école primaire a imposé aux enseignants des contenus dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Je vous rappelle qu'en 2002, l'écriture des programmes avait fait l'objet de vastes concertations, que le gouvernement à l'époque, alors sans nostalgie particulière, pour reprendre l'expression qu'avait Stéphane tout à l'heure par rapport au programme de 2002, mais néanmoins ils avaient fait l'objet d'une vaste concertation pour élaborer des contenus ambitieux, pas forcément faciles à mettre en œuvre, pas forcément adaptés immédiatement à ce que les enseignants pensaient savoir faire, mais qui n'ont pas été contestés tant ils mettaient en œuvre finalement les résultats de plusieurs décennies de recherche et tant ils donnaient à voir une vision assez ambitieuse du métier qu'on a exercé. En 2008, on ne sait pas trop qui les a écrits, toujours à cette date. On sait que ça a émané de la DGESCO, qui est la direction des enseignements scolaires au ministère. Personne s'est, empressé de signer ces programmes, dont tous les enseignants du premier degré ont pu constater qu'ils étaient trop lourds, puisque un certain nombre de notions assez difficiles sont anticipées d'un an, qu'ils sont rétrogrades. Tout à l'heure, Stéphane parlait de réciter, et on voit bien que ces programmes mettent en avant une conception mécaniste de l'enseignement, les questions d'entraînement, de systématisation, de mémorisation qui sont certes nécessaires mais qui ne suffisent pas, et occultent complètement tout ce qui est de l'ordre de la construction du sens, la construction des savoirs, de la compréhension. Des programmes qui se recentrent sur les fameux fondamentaux, comme si ces fondamentaux, lire, écrire, compter, pouvaient être dissociés d'activités qui leur donnent du corps, qui leur donnent du sens, qui permettent de s'y investir. Et in fine, des programmes qui ne sont pas en cohérence avec ce fameux socle. On le voit aujourd'hui avec l'espèce d'usine à gaz, à cases, là, qu'ils sont obligés de bricoler pour essayer de convertir les items des programmes avec ceux du socle, notamment pour remplir le livret de compétences. On a donc une espèce de conglomérat par rapport au contenu qui sont tout sauf des outils pour venir à bout de ce défi qui était cité en début de ce débat. Alors pour nous, c'est sans doute parfois un faux débat que de s'arc-bouter uniquement sur la question d'être pour ou contre le socle, puisque c'est une redéfinition de l'ensemble des contenus qu'il faut aujourd'hui obtenir et qu'il faut envisager. Et cette redéfinition, dans le cadre de cette redéfinition, il n'est sans doute pas absurde de s'interroger sur cette question des indispensables pour tous, mais il faut surtout s'interroger sur le comment on y arrive. C'était un petit peu ce que tu développais, Stéphane, à l'instant. Comment on change l'école pour que tous accèdent au savoir? Je donnais quelques pistes, Stéphane, à l'instant. La formation des enseignants, effectivement, qui a été évidemment, tout le monde le sait, mise à mal par la réforme de ces dernières années, mais non seulement mise à mal, elle a été complètement supprimée avec une conception du métier au rabais, puisqu'il suffirait d'être vaguement accompagné par quelqu'un d'un peu expérimenté pour accéder aux nombreuses compétences qu'un enseignant doit avoir, et j'utilise le mot compétence en sachant que sa polysémie crée un peu poil à gratter aujourd'hui au regard de tout ce que Pierre Clément vient de nous dire. Donc une formation des enseignants qui doit évidemment porter sur les questions disciplinaires, mais pas que, les questions de psychologie, de connaissance du développement de l'enfant, d'acquisition du langage, par exemple, sont évidemment absolument indispensables.
Formation des enseignants, oui, mais pas que. Dans cette transformation de l'école, dans ces changements de l'école, il y a également la question du travail en équipe. On voit bien qu'aujourd'hui, l'isolement dans lequel on nous enferme dans l'exercice du métier ne permet pas de répondre correctement aux défis nombreux à relever. Et donc, bien évidemment, donner du temps aux enseignants pour pouvoir travailler en équipe, croiser les regards, s'enrichir professionnellement en élargissant la palette de ses savoirs, toujours pour répondre plus efficacement à cette complexité du métier et pour répondre à ce défi de faire entrer tous les élèves dans les apprentissages. Mais permettre à l'école d'avancer, c'est aussi poser la question du climat scolaire, chose un peu vague, chose qui peut paraître un peu nébuleuse, mais on vient de traverser plusieurs années dans lesquelles l'école et le travail des enseignants a été fortement attaqué, a été remis en cause. Je vous passe rapidement sur l'épisode des couches avec Xavier Darcos, mais il n'a pas été le seul à mettre en cause le travail des enseignants. Et donc retrouver une sérénité, ça passe évidemment par avoir plus de personnel pour faire face à la prise en charge de tous les élèves, notamment ceux qui sont en difficulté, mais c'est en finir aussi avec les polémiques médiatiques permanentes sur un certain nombre de sujets très scolaires et laisser aux enseignants le temps de réfléchir aux différents leviers qui permettent d'améliorer les choses. Je pense au lien avec les familles, qui est sûrement un impensé du métier, ou quelque chose qui n'est pas suffisamment travaillé collectivement, travailler sur l'estime de soi, sur également la conception d'évaluations qui seraient constructives, sont dans le paysage.